Second module, on va s'intéresser à la classification au fil des cycles, cycle 1, cycle 2 et cycle 3. Donc au cycle 1, l'objectif c'est vraiment d'apprendre à catégoriser. Si on prend un extrait donc, du programme, l'enseignant conduit les enfants à observer les différentes manifestations de la vie animale et végétale. Il découvre le cycle que constitue la naissance, la croissance, la reproduction, le vieillissement et la mort, en assurant les soins nécessaires aux élevages. Donc sur la partie élevage et vraiment observation du vivant, nous en reparlerons dans le troisième module qui sera consacré aux élevages. Ensuite, l'élève, il identifie, nomme ou regroupe des animaux. Les mots sont importants, il n'y a pas marqué, le terme de classer, de classification n'est pas présent dans le programme. Donc ces regroupements vont se faire en fonction des caractéristiques, poils, plumes, écailles, mais aussi de leur mode de déplacement, de leur milieu de vie, etc. etc. Donc là, on n'est vraiment pas dans une logique de classification, mais juste de regroupement. Et donc vraiment, la question qui va se poser, c'est celle de la catégorisation. Donc voilà des exemples. Colorier les animaux selon qu'ils aient des pattes ou non. Colorier les animaux qui vivent dans les pays froids. Séparer les animaux qui pondent des œufs. Entourer les carnivores. On va avoir ici classement, poils, plumes, police, séparer les animaux qui vivent le jour, ceux qui vivent la nuit, colorier les espèces menacées par l'homme. Bref, on va enrichir la vision que l'élève de maternelle peut avoir du monde vivant. Donc voilà quelques petites fiches que j'ai trouvées là sur des exemples de mise en œuvre dans des classes, et je voulais vous montrer ce document là parce que vous voyez par rapport au premier module que c'est l'ancienne classification qui est utilisée dans cette classe de maternelle. Est-ce que c'est un problème? Sachant que les mots poisson, amphibien, reptile, oiseau font vraiment partie du vocabulaire quotidien, c'est tout à fait normal en première étape de passer par cette identification-là. On n'a pas de dimension ni de classification, ni d'évolution, donc ce n'est pas un problème, je voulais vous le préciser. Donc voilà des exemples de production de classe, où on va regrouper les oiseaux, les amphibiens, les poissons, les reptiles, les mammifères, et on va aussi avoir les myriapodes, les arachnides, classe des araignées, les mollusques, les crustacés, les insectes, et on va jusqu'aux échinodermes, méduses et les annélides. Voilà, donc là, le terme annélide, bon, on pourrait en discuter un petit peu. Donc vraiment, l'objectif dans le cycle 1, c'est d'apprendre à catégoriser, et je vous propose qu'on fasse un petit point sur les différents types de catégorisation et les difficultés que peuvent rencontrer nos élèves. Donc déjà, se mettre d'accord sur une définition. Catégoriser, c'est considérer de manière équivalente des objets, des personnes ou des situations qui partagent des caractéristiques communes. Deuxième définition, catégoriser, c'est déterminer des équivalences d'objets en adoptant un point de vue particulier. Enfin, catégoriser, c'est réduire la complexité du monde et mettre de l'ordre dans ses connaissances en les subdivisant en catégories. Et c'est là où on voit que apprendre à catégoriser, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Donc on va avoir trois types d'organisation mentale. On va avoir une organisation perceptive, une organisation qui sera plus thématique, on peut l'appeler également schématique fonctionnelle, et enfin une organisation qui sera plus taxonomique. Alors on y va, les catégories taxonomiques, donc taxon c'est famille, comme dans les classifications par contre, on va regrouper les éléments qui se ressemblent et qui partagent des propriétés communes, les animaux, les aliments, les végétaux. D'une personne à l'autre, les catégories taxonomiques vont être relativement proches parce qu'elles sont pas ou peu liées au vécu de la personne. Donc un petit exemple, des cartes sur la table avec différentes catégories. On attribue une catégorie à chaque enfant. Il y en a un qui va prendre les fruits, l'autre les animaux, le troisième les légumes. Et l'enseignant tourne une première carte et l'élève qui a la catégorie prend la carte et justifie pourquoi. On est là vraiment dans la justification, pourquoi je prends la carte, pourquoi elle rentre dans ma catégorie. Les catégories qui vont être schématiques ou fonctionnelles, donc également thématiques, alors là ça va être très différent. C'est pas fondé sur des ressemblances, mais ce sont des choses qui sont associées soit dans une même scène ou dans un même événement de la vie quotidienne. Donc là par conséquent ça va pouvoir vraiment changer d'un individu à l'autre. Donc des exemples de ces types de catégories: le tracteur et la vache appartiennent à la catégorie ferme, la valise et le billet appartiennent à la catégorie gare, etc. etc.
Donc, les catégories schématiques ou fonctionnelles, ça peut être également un enchaînement d'actions ou d'événements. L'action de planter un clou, par exemple, on va avoir l'événement du clou, du marteau, éventuellement du mètre pour poser le point, etc., etc. Et donc, ces catégories, elles sont vraiment basées sur l'expérience. C'est pour ça que ça peut énormément changer d'un individu à l'autre. Donc, par exemple, pour Elliot, qui a déjà vu son papa planter un clou, il l'a vu utiliser un mètre, il lui a vu utiliser le crayon et le marteau. Pour Samuel, dont papa avait pas beaucoup de matériel à la maison, il a peut-être vu papa planter non pas un clou, mais parce que papa en avait pas, mais une vis, et que pour ce faire, il a peut-être utilisé ce qu'il avait sous la main, c'est-à-dire le galet ou le rouleau à pâtisserie. Donc, le rôle de l'enseignant va bien de veiller à compléter et à diversifier les catégories dont l'enfant dispose quand il rentre à l'école maternelle. Il va falloir enrichir son référentiel de situation. Les catégories perceptives. Les très jeunes enfants vont construire des catégories en fonction d'équivalence physique entre les objets. Si on va présenter différents objets à l'enfant, il va les associer selon la taille, leur forme, leur couleur. Par exemple, là, sur cet exemple, regroupons ce qui va bien ensemble. Notre esprit d'adulte va voir tout de suite qu'il y a deux véhicules et deux fruits. L'enfant, il va pouvoir réunir le camion et la cerise parce qu'ils sont rouges. Donc, il ne parvient pas à construire la catégorie taxonomique attendue. Donc, comprendre la logique de catégorisation. Comprendre la logique, c'est comprendre que l'objet partage la même propriété que tous les autres objets de la catégorie. Vraiment tous les autres objets. Une fois que nous avons choisi une règle de tri, il est important de l'appliquer jusqu'au bout. Si l'élève change de règle au fur et à mesure, son tri ne sera pas pertinent. Et enfin, on ne doit pas accepter d'intrus, même s'il partage une propriété commune avec l'un des éléments de la catégorie. Donc là, c'est vraiment la notion de perméabilité qu'il faut bloquer, sinon vous n'obtenez pas des catégorisations valables. Donc si la pomme est avec les fruits, on ne peut pas accepter de lui joindre le gâteau qui appartient à la catégorie des aliments sucrés. Donc là, on a une catégorie fruits. Un même objet est porteur d'une multiplicité de relations, c'est-à-dire qu'on aurait pu classer l'ensemble de ces images sous l'appellation aliments. Donc voilà, cette notion de flexibilité d'un même objet est quelque chose à prendre en compte. Alors, quelles sont les difficultés rencontrées par les élèves? Première difficulté, l'enfant réagit davantage au matériel qu'il ne l'organise. Pendant longtemps, on a cru qu'à 6 ans, l'élève n'était pas capable de catégoriser, notamment avec des formes géométriques. Il va les regrouper soit en fonction de la couleur, il va les aligner ou essayer de représenter des formes de la vie quotidienne. Donc voilà ce que pourrait produire un enfant de cycle 1, mais cela ne signifie pas pour autant qu'ils ne savent pas catégoriser. En effet, si on donne une autre catégorie que les formes géométriques, on donne des objets, des images, des animaux familiers, ils vont être capables de catégoriser. Exemple, si on donne ces images à l'élève, il sera capable de réunir l'ensemble des images sous une catégorie qu'il pourra appeler jouet. Donc l'élève va être capable de catégoriser dès lors que le matériel qu'on lui propose va vraiment correspondre à des catégories qu'il connaît déjà. Alors petite remarque, l'enfant, on y reviendra, n'est pas forcément conscient de la nature des relations catégorielles qu'il vient d'utiliser. La règle, les critères qu'il a mis en œuvre vont pas être manifestes à ses yeux. Deuxième difficulté, l'enfant a du mal à planifier ses rangements. Il ne va pas fixer la règle au départ. Il va faire les choses et c'est une fois la catégorisation terminée qu'il viendra à la règle. Mais c'est pas l'inverse. Donc, troisième difficulté, pour catégoriser, il faut que le matériel qu'on propose à l'enfant correspond à une catégorie qu'il connaisse. Par exemple, sur ces images, l'enfant qui, pour une raison ou pour une autre, n'est jamais allé dans un appartement, et ben que ce soit le digicode, l'immeuble, les boîtes aux lettres collectives, l'escalier, l'ascenseur, il va pas pouvoir mettre ça dans la catégorie immeuble. Voilà, si cette catégorie fait pas partie de ce qu'il connaît déjà. Donc les jeunes enfants se montrent en général
peu flexible. C'est-à-dire qu'une fois qu'il va avoir effectué une catégorisation, il aura toutes les peines du monde à mettre une autre règle de catégorisation. L'exemple qui vous est donné ici, on va demander à l'enfant de classer par exemple salade et carottes. Il va les mettre dans une catégorie légumes. Et si on met après la carotte avec le lapin, il ne va pas être flexible, il ne va pas considérer que carotte et lapin peuvent aller ensemble parce que la carotte est déjà dans une autre catégorie. Donc c'est très dur pour un jeune enfant de changer rapidement les critères utilisés pour catégoriser. Exemple pour le lion, hein, le lion pourrait appartenir autant à la catégorie cirque, animaux que zoo. Cinquième difficulté, chez les jeunes enfants, les frontières entre les catégories sont floues et donc perméables. Donc sur cet exemple, hein, l'enfant pourra mettre rapidement la photo du pantalon dans la catégorie être humain, parce que c'est pas si loin que ça, c'est bien les êtres humains qui mettent des pantalons. Autre exemple, une cage dans la catégorie animaux, c'est bien un animal qu'on va mettre dans la cage. Sixième difficulté, les jeunes enfants ont du mal à se concentrer sur la seule dimension cognitive du langage sans prendre en compte sa dimension affective. Dans l'exemple ci-dessous, vous voyez que l'enfant ne voudra pas classer le loup avec le lapin et le jeune mouton de peur qu'il se fasse dévorer, parce que le loup, il est méchant. Voilà, il y a toute cette dimension affective qui est encore présente. Et enfin, septième difficulté, l'enfant sait qu'il a réussi, mais il ne sait pas expliquer les règles qu'il a utilisées. Quelle est la suite d'opérations qui l'ont mené à la bonne réponse, il ne sera pas capable de le dire. Donc ça, c'est vraiment un élément sur lequel va falloir progresser tout au long du cycle 1. Alors en conclusion, hein, les objectifs d'apprentissage en lien avec les activités de catégorisation. Donc premier point, hein, bien identifier que pour que des objets ou des images appartiennent à une même catégorie, il faut qu'ils aient une même propriété. Progressivement, l'élève doit être capable de planifier ses rangements en identifiant au départ la propriété commune. Augmenter le nombre de catégories connues, il doit développer sa flexibilité, c'est-à-dire changer rapidement de critères pour faire de nouvelles catégories avec des mêmes images, et il doit maintenir la règle de tri jusqu'au bout. On ne modifie pas la règle de tri au fur et à mesure de son classement. L'élève se centre sur la seule dimension cognitive du langage, je vous renvoie au loup avec le lapin et le mouton, et enfin, l'élève doit être capable d'expliquer les règles qu'il a utilisées. Donc, un point qui est vraiment essentiel, hein, il faut vraiment aider les élèves à comprendre les raisons de leur réussite en les amenant à déplacer leur attention du résultat de leur action, c'est-à-dire de la performance, à la manière dont ils l'ont atteint, c'est-à-dire la procédure elle-même. Alors en résumé, quelques repères pour construire une programmation des apprentissages dans le domaine de la catégorisation. En petite section, on utilisera les catégories perceptives et taxonomiques. On va apprendre à construire des catégories, regroupe ce qui va bien ensemble. On va demander de justifier les choix. Tu as mis tous ces objets ensemble, pourquoi les as-tu mis ensemble? En petite section, donc l'enseignant sera particulièrement attentif à la réalisation et au résultat. L'enseignant laisse les élèves constituer leur catégorie et progressivement, l'enseignant demandera à l'élève d'expliquer pourquoi des objets vont bien ensemble. Donc, on est bien dans la progressivité. En moyenne section, nouvelle catégorie, là, va venir la catégorie schématique. On va lui demander de manipuler des cartes mobiles pour faire les regroupements avec des consignes similaires, hein, regroupe ce qui va bien ensemble. Et puis, progressivement, on va ajouter un intrus. On va commencer à travailler la flexibilité. On va inviter progressivement à l'élève à prendre la place de l'adulte. Et là où on est vraiment centré sur le résultat en petite section, on va vraiment aller de plus en plus vers la procédure. Il faut que l'enseignant invite l'élève à expliquer comment il s'y est pris pour catégoriser. Enfin, en grande section, on va augmenter le nombre de cartes, on va demander aux élèves de trouver des titres des jeux, de trouver les variables, et là on va lui demander d'inventer des jeux, de comparer des jeux, de trouver des nouvelles versions, et vraiment, au final, de prendre la place de l'adulte.